Récemment, j'étais à l'inauguration du site Agora à Koumassi par le président Macron. J'étais accompagnée de confrères, nous étions 6. Et j'étais la 6e et la seule femme, donc 5 hommes. Et nous nous tenions au milieu de la cour, dans l'attente que l'événement commence. Et en demi-cercle, nous étions en train de discuter. Et une autorité particulière que nous souhaitions rencontrer nous a été introduite. Donc, le monsieur, il arrive, il serre la main aux 5 hommes. Et puis, quand il a fini sur les 5 hommes, il engage la discussion. Donc, ça m'a pris 10 secondes, parce que je me suis dit, il va venir à un moment donné me parler. Mais la conversation avait déjà commencé, tout le monde... Et là, à un moment donné, j'ai pris l'initiative de mettre le pied au milieu du demi-cercle et puis de dire « bonjour ». Donc là, il se tourne, il se rend compte que je suis là. « Ah, bonjour madame ». Et je le regarde, je lui dis « en général, on commence par les dames ». Et là, il se... Et là, il se confond en excuses, il est bien embarrassé, il rougit, enfin tout ce qu'il faut. Et puis, un confrère à côté, qui se rend compte de la catastrophe, m'introduit, qui dit Manon Karamoko, présidente directrice générale de Unilever Côte d'Ivoire. Et là, l'autorité se retourne et me salue à nouveau, comme si là, maintenant, il acceptait ma présence. Et ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, dans mon cas particulier. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous parler de la préhistoire de Manon Karamoko. Je viens d'une grande famille avec 5 grands frères, un petit frère et 2 sœurs. Je viens en 8e position. Imaginez-vous venir en 8e position avec des grands frères qui sont de fortes têtes, qui sont grands, gaillards et qui parlent fort. J'avais trouvé ma petite solution, c'était d'être excellente à l'école. Donc c'était un petit jeu comme ça entre mon père et moi. C'est qu'il me demandait de lui ramener certains résultats, et moi je les ramenais et j'obtenais des cadeaux. Et comme je voulais toujours plus, bon, je poussais un peu plus à chaque fois. Et donc à partir de là, pour lui, je suis son petit talent. Donc en 8e position, tiens, quand même on se souvient de moi. Au milieu, là, on peut se perdre, mais la 8e, là, on s'en souvient. Et donc pour lui, je devais être médecin. À l'époque, effectivement, c'était le top du top. Donc je donnais des paracétamol à la maison quand les gens avaient mal à la tête et j'étais persuadée que c'était bon. Et donc, j'étais bonne en matière scientifique, ça allait jusqu'en première où mes notes dans les matières scientifiques s'écroulent complètement. Et donc là, j'ai 2 choix. Soit je passe en terminale littéraire, ou alors je reprends ma première. Ce que j'ai fait, c'est d'aller en terminale littéraire. Et j'ai promis à mon père que j'allais avoir mon bac avec la mention. Et je l'ai fait. À ce moment-là, mon père, qui lisait beaucoup le magazine Jeune Afrique, et regardait les profils de carrière et de hautes études de nombreuses personnes, y compris Tidiane Thiam en particulier, me dit, il faut qu'un jour tu passes dans le magazine Jeune Afrique et que je puisse le regarder. Donc c'est quelque chose qui m'a drivé pendant tout mon parcours. Donc, puisque je ne peux plus être médecin, il faut que je trouve quelque chose d'intéressant. Je commence à prendre des cours de finance, je pars en France, je prends mes cours de finance et a priori, je suis plutôt bonne en finance. Donc je continue sur la finance, ensuite je pars à Boston, je finis un bachelor en comptabilité, ensuite je vais à Washington, je fais un master en comptabilité, en finance, et puis je rentre en Côte d'Ivoire. Quand je rentre en Côte d'Ivoire, je commence à travailler chez Microsoft, Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc quand j'arrive chez Microsoft, parmi les cadres, je suis la seule femme. Mais bon, j'ai l'habitude, j'ai grandi au milieu de garçons. Donc tout se passe très bien. Et je me souviens de cette fois-là où nous sommes allés en réunion stratégique au Sénégal. Et quand on finissait les sessions, les hommes, le soir, allaient prendre un verre, découvrir les beautés du Sénégal, avaient leurs petites escapades. Et moi, tout naturellement, je restais soit en chambre ou j'allais passer du temps avec ma sœur qui vivait au Sénégal. Et les lendemains de ces escapades, de ces soirées bien animées, auxquelles je ne participais pas, on avait des sessions où, en général, ils étaient déjà d'accord sur certains points
Et je n'étais pas là au moment où ils avaient pris les accords. Donc très souvent, je me retrouvais un peu en opposition. Bon, je me débattais, je bataillais pour faire imposer mes points de temps en temps, ça ne marchait pas tout le temps. Mais une fois en particulier, j'ai éclaté en sanglots parce que mon point était tellement logique et évident pour moi, et eux, ils avaient pris un raccourci. Et quand j'ai éclaté en sanglots, ils m'ont prise en pitié. Ok, d'accord, on va lui céder, elle est en train de pleurer, ça va. Et j'ai été encore plus frustrée parce que mon point là, c'était de faire passer un message. À aucun moment, j'espérais obtenir leur aval avec mes larmes. Et je pense que ce jour-là, je me suis promise de ne plus jamais laisser éclater mes émotions dans le monde du travail. À la maison, je peux pleurer autant que je veux, mais pas au bureau. Quand je quitte Microsoft, je rejoins le groupe Novartis et chez Sandoz, je rencontre cette dame, une dame fantastique qui a été ma boss pendant longtemps et qui est aujourd'hui, qui a été mon mentor et que je continue d'appeler quelquefois quand j'ai des doutes. Elle m'a inspirée, elle m'a appris à travailler, elle m'a appris à être compétente, à ne mettre que sur le plan du travail, en fait, tout ce qui est compétence et performance. Donc je travaille avec elle, je me laisse inspirer. Je pense qu'il est important pour les femmes d'avoir des modèles femmes pour comprendre que c'est possible. Et à un moment donné, je suis enceinte, chose normale pour toutes les femmes. Et je pars en congé de maternité et 2 semaines après, j'ai ma petite fille. Quand j'ai ma petite fille, quelques semaines après, 2-3 semaines, je pars faire ma présentation budgétaire à Dubaï. Les gens se sont demandé si j'étais un peu déréglée à ce moment-là. Mais non, en fait, ça a été une décision en pleine âme et conscience. C'était volontaire. Ça n'a pas du tout été imposé par mon employeur. C'est parce qu'à ce moment-là, je sais qu'on a besoin de moi. On a besoin du financier pour faire la présentation budgétaire. Je suis en congé de maternité, c'est un fait, mais je veux bien prendre 1 semaine pour aller faire ma présentation budgétaire et revenir. Et quand je reviens dans le feu de l'action, les choses allant très rapidement, je ne reprends même pas mes congés de maternité parce que, Dieu merci, ma mère est là et qui me supporte par derrière. Je reprends le boulot et je prends mes congés de maternité, ce qui me paraissait beaucoup plus intéressant puisque j'avais le support à la maison. Par petits bouts, je les colle à des congés, je prends 2-3 semaines, en accord avec mon employeur. C'était normal. Et là, je suis identifiée comme talent dans l'entreprise, donc je pars à des formations un peu partout. Et pendant que je suis en formation, je fais mon réseautage, parce qu'il est important de réseauter. Si on ne réseaute pas, ça veut dire qu'on n'a pas un plan de carrière. Il faut faire du networking. Et en faisant mon networking, je partage mes ambitions, mon background, un peu de ce que je veux faire, ce que j'ai déjà accompli. Et quand je rentre au Sénégal, quelques semaines après un voyage en Autriche, j'ai un directeur financier qui m'appelle. « Oui, Manon, comment vas-tu? Je vais très bien. Tu te souviens, pendant notre discussion, tu m'as dit que tu voulais passer maintenant CFO, ce qui est directeur financier, parce que jusque-là, j'étais responsable financier. » Je lui dis oui. Il me dit, écoute, j'ai une opportunité pour toi. Donc moi, je commence à sauter de partout. Je me dis, ça y est, je passe à la prochaine étape. Et puis il me dit, tu ne me demandes pas où? Je dis, ah. Il me dit, tu es assise? Je me dis, là, il y a un piège. Donc il me dit, assieds-toi, je m'assois. Il me dit, tu es bien assise? Je dis, oui. Il dit, tu ne me demandes toujours pas? Je lui demande, c'est où? Il me dit, alors c'est pour couvrir l'Afrique anglophone est basée à Lagos, au Nigeria. 10 secondes de vide. J'avais déjà dit oui. Donc je réfléchis. Il me dit, tu es là? Je dis, oui, je suis là. Il dit, bon, alors, je dis, écoute, je le prends. Il me dit, mais tu ne veux pas discuter avec ta famille d'abord et tout ça? Je dis, je te dis, je le prends, et puis eux, je vais les convaincre. Et après ça, je dois suivre les entretiens, je dois passer par des entretiens naturellement, puisqu'il y a plusieurs candidats. Et le premier timing d'entretien, je ne peux pas le faire parce que je suis en voyage. Je prends l'avion, et donc il est reporté pour 2 jours après, à 14h. Malheureusement pour moi, ce jour à 14h, je n'ai pas de nounou. Donc, j'ai ma fille de 2 ans qui a décidé que ce jour-là, elle va faire l'entretien avec moi. Donc, à 11h, je la fais manger. Et puis, je fais tout ce que je peux. Je mets des comptines, tout ce que je peux pour essayer de la faire dormir. Non.
Elle babille, elle saute, là, elle devient chanteuse, tout ce qu'on peut imaginer. Et à un moment donné, je me dis, bon, je la prends, je la mets au dos, je prends un pagne, j'attache bien, et puis je commence à marcher comme ça, en me disant, bon, à un moment donné, ça va passer. En Afrique, ça marche, ce genre de choses. Non, pas avec la mienne. 13h50, elle est encore au dos, elle est encore en train de chanter dans mon dos. L'entretien, c'est à 14h. Qu'est-ce que je fais? Ça devait être un vidéo call. Je pose mon ordinateur sur ma coiffeuse, et puis je me dis, comment est-ce que tu vas gérer ça? Il faut que tu deviennes créative, là. Et j'ai la petite, et appel vidéo, je coupe la vidéo et je garde l'audio. Et la dame me dit, mais j'essaie de faire une vidéo, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Je lui dis, si, ça fonctionne très, très bien. Je ne suis juste pas en position de pouvoir faire un entretien vidéo en ce moment. Et je suis debout, je suis là, je bouge en me disant, mais elle va s'endormir, que je la balance dans le lit, et puis c'est bon. Et puis, je lui explique la situation, on passe l'entretien, et puis à la fin, elle me dit, je vais quand même voir, ça donne quoi? Donc je mets la vidéo, elle me voit et je suis encore en train de bouger pour essayer d'endormir la petite qui est déjà en train de partir, de s'endormir vraiment. Et là, elle me regarde et me dit, si j'avais des doutes sur ta résilience pour aller vivre à Lagos au Nigeria, là, ils se sont totalement dissipés. Je pense que tu as le poste. Et donc, concours de circonstances, je suis toute heureuse. J'annonce à mes parents, me dit que je suis folle et que qui veut aller au Nigeria en 2014. Il y a Boko Haram qui est au summum de ces catastrophes. Ebola vient de rentrer, sortir de façon brève. Et puis une jeune femme francophone avec une petite fille de 2 ans et une nounou. Dans un pays qui est reconnu pour ses problèmes sécuritaires et avec un monde qui est très, très machiste. Eh bien, moi, j'y vais. Je prends ma nounou, ma fille et mes valises. On part au Nigeria. On passe 2 superbes années au Nigeria, où je me lie avec des personnes, je pense, pour la vie aujourd'hui. Et à la fin de mon séjour au Nigeria, dans les discussions avec mon boss, il me dit quelque chose. Il me dit, Manon, pendant tout le temps qu'on a travaillé ensemble, à aucun moment j'ai eu l'impression de travailler avec une femme. Et là, je le regarde, je me dis, c'est une injure, comment est-ce que je dois prendre la chose? Donc, il le voit un peu sur mon visage, et puis il me dit, ah non, 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 tu es très, très féminine, rien à voir avec ce côté-là. C'est juste qu'en fait, à aucun moment, je n'ai senti, j'ai eu l'impression d'avoir un problème avec une femme, des émotions, quoi que ce soit. J'ai juste eu quelqu'un de professionnel en face de moi. C'est quelque chose qu'il avait énormément apprécié. Et je pense que c'est le compliment qui m'a le plus ravie de toute ma carrière. Après Novartis au Nigeria, je rentre en Côte d'Ivoire. Je travaille encore 1 an chez Novartis. Je suis toujours le talent, donc tout le monde vient à moi. Et puis, je me vois proposer le rôle de directeur financier chez Unilever Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, tout le monde me dit encore que je suis folle. Je pense que je vais voir Dr Karaboué à la fin. Donc, on me dit c'est une entreprise qui est en difficulté, qui va fermer, qui ne fonctionne plus et tout. Je dis, bon, je vais essayer. J'aime bien les challenges et puis je m'ennuie un peu chez Novartis, je vais faire quelque chose de nouveau. Donc, j'arrive chez Unilever en janvier 2018 avec tout mon courage, encore une fois. Et je me mets à travailler, à batailler avec tout le monde, à secouer tout, à essayer de transformer les choses, transformer le monde. Je suis très rêveuse. Et les équipes me regardent au début, se disent, celle-là, elle va se casser la gueule, au bout de 3 mois, elle va partir. Et au bout de 3 mois, effectivement, je vais voir mon père, je dis, je pense que j'ai fait un mauvais choix de carrière. Et finalement, non. Au bout de 11 mois, on me propose l'intérim de la direction générale, en plus de la direction financière. Et je me dis, qu'est-ce que je leur ai fait? C'est une punition. Et après, je me dis, c'est une belle expérience, c'est une opportunité. Pourquoi pas? Le pire qui puisse arriver, c'est que tu sois directeur financier. Tu n'as absolument rien à perdre. Donc je prends, c'était censé être 3 mois, 3 mois pendant lesquels j'allais avoir le support du président d'Afrique d'Unilever. Donc j'y vais. Et pendant les 3 mois, je travaille avec tout le monde, je secoue tout le monde, je suis un peu comme ça, comme un taureau. Et puis, au bout de 3 mois, mon boss, il vient, il me dit, ah Manon, écoute, ça a l'air de plutôt bien se passer, tu as commencé, on voit les innovations qui commencent à sortir, c'est fascinant. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de chercher un directeur général et puis on va y tendre de 3 mois. Là, je suis entrée à la maison, je dis, ils veulent me tuer. C'est sûr que là, c'est une volonté manifeste contre moi.
Et puis après, je me dis, ben, tu as déjà commencé, vas-y, prends la chose. Et je continue, j'engage tout le monde avec moi. Et puis, au bout d'un an, de faire les deux rôles, je suis directeur financier, directeur général, je suis confirmée au rôle de président-directeur général d'Unilever Côte d'Ivoire. Donc la bataille chez Unilever a commencé à 38 ans et elle s'est terminée à 39 ans. Donc on m'appelle la plus jeune PDG de Côte d'Ivoire. Pour moi, être une femme, ce n'est pas une raison. Ce n'est vraiment pas une raison. Au contraire, je pense que c'est vraiment toutes les raisons de prouver que ce n'est pas une question de genre. C'est juste une question de compétence. C'est mon message pour aujourd'hui et j'espère que les autres femmes pourront inspirer beaucoup plus. Merci.